Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue. Merci de nous prêter attention aujourd'hui pour notre réunion mensuelle d'investissement que nous intitulons la gestion patrimoniale en action. Nous allons, Bruno Bernstein et moi-même, Denis Baudouin, au nom de l'équipe Finaltis, vous faire part de nos idées, partager avec vous notre vision des marchés aujourd'hui, de l'économie en général et vous commenter les performances de nos fonds et des positions de nos fonds discrétionnaires en action, Finaltis Titan et Finaltis Digital Leader, au cours du mois de septembre et pour les jours à venir. On peut tout de suite passer l'avertissement qu'on connaît évidemment tous par cœur, afin de parler pour commencer de quelques chiffres. Donc, les performances de nos deux fonds de gestion discrétionnaire en action, Finaltis Titan, Finaltis Digital Leader, au cours du mois de septembre. Un mois difficile, on le sait, sur les marchés d'actions, puisque les performances de marchés développés d'actions en Occident ont été entre -2 et -6%. Donc, dans ce contexte-là, nos fonds ont amorti la baisse, mais ce sont des fonds investis en actions, et le fonds qui l'amortit le plus, sans surprise, c'est Finaltis Titan qui perd 1,5%, fonds flexible, ce qui ramène sa performance depuis le début de l'année à un peu plus de 8% et sa performance sur les 12 derniers mois à fin septembre à pratiquement 16,5%. Finaltis Digital Leader, un fonds pleinement investi, comme son nom l'indique, sur les leaders digitaux, en tout cas les leaders de la digitalisation de l'économie mondiale, qui sur l'année passée, arrêtée à fin septembre, affiche une performance de plus de 17% et qui depuis le début de l'année approche les 14%, malgré un mois de septembre en baisse de 4,5%, une baisse qu'on signale quand même très nettement inférieure à celle du Nasdaq. Donc, si on fait une photographie un petit peu plus récente, en l'occurrence à hier, la performance sur le mois d'octobre s'est redressée. Le fonds Finaltis Titan est à presque à 10% depuis le début de l'année, avec une performance depuis le début du mois de plus de 1%. Finaltis Digital Leader, lui, affiche une performance d'un peu plus de 16%, ayant regagné depuis le début du mois d'octobre 2%. Si on inscrit ce fonds flexible qui est Finaltis Titan dans cet univers extrêmement compétitif et qui croît en permanence, des fonds d'allocation flexible monde, constitués d'un peu moins de 1300 fonds, une trentaine de fonds ayant rejoint cette catégorie dans la base Cantalis. Alors, je précise qu'il s'agit de la base des fonds commercialisables, distribuables en France uniquement. Eh bien, on s'aperçoit que la surperformance affichée par le fonds est tout à fait honorable année après année, puisque depuis le début de l'année 2021, et ça illustre assez bien ce qui se pratique en moyenne sur le fonds depuis sa création, on est en surperformance sur la moyenne de la catégorie de près de 2,7%. Alors, traditionnellement, dans notre réunion mensuelle, on apprécie de commencer par un point de géopolitique. Pourquoi? Alors, pas parce qu'on aime se faire plaisir, mais en l'occurrence, parce qu'il y a un lien tout à fait direct avec l'investissement. Là, le lien, ce qui nous amène à parler évidemment de la Chine et de Taïwan, c'est, pour commencer, le fait que la Chine est la première ou la deuxième économie mondiale, selon les critères qu'on prend, et que Taïwan est une place extrêmement importante. Pour nous qui investissons dans le digital, on rappellera, s'il en est besoin, que TSMC est le très grand leader des cartes imprimées et qu'en l'occurrence, on est sur quelque chose qui est basé par définition à Taïwan et qui est susceptible d'être particulièrement atteint, donc toute l'économie mondiale atteinte s'il y avait des tensions encore plus fortes entre la Chine et Taïwan. Et des tensions, il y en a, puisque même si Xi Jinping, le 9 octobre dernier, a déclaré, ce qui est à la fois très positif et très effrayant en réalité, qu'il fallait réunifier la patrie, et par patrie, il entend bien entendu une patrie large, la Chine dans son ensemble, y compris Taïwan, et d'ailleurs il l'a complété son affirmation en parlant de Taïwan, ce qui a provoqué immédiatement une réponse de la présidente taïwanaise qui indiquait que personne, évidemment par personne, il n'entend pas même la Chine continentale, ne dictera son avenir à Taïwan. De façon très concrète,
Si on est dans le monde physique, on regarde les 150 incursions d'avions de combat que la Chine a opérées au cours du dernier mois, à lui seul, dans l'espace, non pas l'espace aérien de Taïwan, mais l'espace de surveillance de Taïwan, qui est l'espace, en fait, qui oblige l'armée taïwanaise à se mettre en alerte maximale. Donc 150 incursions au cours du mois passé, alors qu'en moyenne, sur l'année passée, on était plutôt à 2 ou 3 incursions de tests. Donc on a une très forte intensification. À cela s'ajoute, dans un univers totalement digital, du point de vue de Taïwan, 20 à 40 millions, enfin c'est ce que déclare Taïwan, 20 à 40 millions de tentatives de cyberattaques chinoises, certaines fonctionnant de temps en temps, la plupart étant interrompues avant qu'elles puissent causer des dégâts. Néanmoins, Taïwan est tout à fait conscient de la réalité de cette menace. Et quand on parle de réunification par des moyens pacifiques, c'est le terme qu'a employé le 9 octobre dernier Xi Jinping, il peut très bien, dans la dialectique chinoise, comprendre une prise en main de l'île de Taïwan, ou en tout cas une paralysie pacifique, entre guillemets, puisqu'il n'y aurait pas de mort, mais en l'occurrence, il y a une paralysie totale du cyberespace taïwanais possible. Et d'ailleurs, Taïwan s'y prépare, puisque c'est là-dessus que travaillent tous les spécialistes militaires à Taïwan, se protéger d'une telle attaque. Alors, ça a été pour nous l'occasion également de nous poser la question du cyberespace. On investit d'une manière plus globale dans la digitalisation chez Finaltis. Et si on regarde un peu qui sont les acteurs de ce qui pourrait être une cyberguerre ou de ce qui est déjà une cyberguerre, puisqu'il y a des attaques en permanence, eh bien, le principal acteur au niveau mondial, ce n'est pas la Chine, c'est la Russie, que l'on met ici au milieu de notre présentation, qui serait responsable, selon un rapport de Microsoft qui a été publié cet été, de 58% des attaques mondiales au cours de l'année passée. Et ces attaques sont pour la plupart le fait d'un groupe qui porte un nom étrangement anglophone dans un pays russophone, qui est l'Internet Research Agency, qui est le Wagner Group du cyber. Le Wagner Group, on le sait, ce sont les milices privées, les mercenaires que la Russie déploie sur tous les théâtres d'opération où les intérêts russes lui semblent à préserver. Alors, sur quoi se concentrent ces cybercombattants, entre guillemets, russes, c'est la désinformation et la propagande essentiellement. Ils n'ont pas reconnu officiellement, même s'ils ils n'ont que très mollement contesté. Ils ont eu une influence considérable sur les élections américaines en 2016, sur les élections liées au Brexit. Ils sont très actifs en politique intérieure pour éventuellement et finalement nuire aux réputations des opposants au régime, ou pour soutenir ceux qu'ils ont envie de soutenir, comme Bachar el-Assad, le Syrien, ou leurs séparatistes pro-russophones en Ukraine. Bon, acteurs très importants quand même, les Chinois en nombre d'attaques, ils se concentrent essentiellement, outre bien entendu la déstabilisation de Taïwan, on en a déjà parlé, sur de la captation de propriété intellectuelle. Ils sont très connus pour ça, d'ailleurs très efficaces en la matière. Ils sont également très attachés à maintenir une police intérieure auprès de leurs 1,4 milliard d'habitants, grâce notamment aux 170 millions de caméras qui sont déployées sur tout le territoire et leur permet à la base de logiciels d'intelligence artificielle extrêmement sophistiqués de quadriller leur population. Ils sont en retard puisque l'objectif affiché après Covid était de 450 millions de caméras. On ne doute pas qu'une fois que la crise du Covid sera passée, eh bien ce retard sera en tout cas rattrapé. Du point de vue des autorités chinoises, ceci est très important. On ne pense pas souvent aux Coréens du Nord, pourtant ils sont extrêmement actifs dans le paysage de la cyberdélinquance en l'occurrence, puisque leur spécialité, c'est le ransomware. Pourquoi? Eh bien parce que le régime nord-coréen de Kim Jong-un a besoin d'argent, il est sous sanction américaine et il dispose d'équipes extrêmement efficaces pour contourner ces sanctions américaines et tout simplement cyber-braquer des banques. Voilà. Donc, en l'occurrence, selon un rapport de l'ONU de 2019, ce rapport a identifié
35 attaques avérées, et ces 35 attaques avaient rapporté 2 milliards de dollars en cumulé, dont 80 millions de dollars directement pris dans les comptes de la Banque du Bangladesh grâce à un cyberbraquage. Donc des délinquants, en l'occurrence cyberdélinquants extrêmement efficaces au service d'un régime nord-coréen particulièrement dépensier sur son programme nucléaire. De l'autre côté, ou en tout cas en parallèle à cela, des États qui affirment être sur une approche plus défensive, c'est le cas de la première puissance cyber mondiale en nombre d'effectifs et en capacité, les États-Unis, dont la doctrine tout à fait officielle est d'éviter des offensives directes. Alors, doctrine officielle ne veut pas dire nécessairement ce qui est réalisé, mais en l'occurrence, les États-Unis affirment qu'ils ne réagissent que par réplique proportionnellement aux attaques qu'ils subissent, qu'elles soient nord-coréennes, iraniennes, ou même s'ils ne disent pas russe ou chinoise. C'est une stratégie, si on puisse permettre ce jeu de mots, d'équilibre de la terreur 2.0. De notre côté de l'Atlantique, l'Union européenne brille par son absence de stratégie commune cyber parmi les 27. La France est la seule à afficher une stratégie cyber officielle, et c'est la même que celle des États-Unis, en l'occurrence, de n'agir que de façon proportionnelle et par réplique et non pas d'attaquer. Encore une fois, soyons lucides, c'est le discours officiel, c'est probablement pas ce qui se fait. Il est bien évident que nous sommes capables d'attaquer également si on nous en donne l'ordre. Alors, en la matière, un petit pays, 9 millions d'habitants, mais très important dans le monde digital et qui irrigue beaucoup de nos leaders digitaux dans leur capacité à pratiquer la défense cyber, qui est absolument essentielle, puisque vous imaginez qu'un leader digital qui serait bloqué par des cyberdélinquants perdrait toute capacité d'action. Et il suffit de se souvenir de ce qu'il est arrivé à Facebook il y a quelques jours, lorsque WhatsApp et tous les systèmes de Facebook sont tombés. Il est évident que immédiatement le retentissement est colossal, puisque une grande part de nos vies maintenant s'orchestre dans le cybermonde. Donc Israël irrigue, notamment du côté de la sécurité, énormément de ses leaders digitaux, et ces leaders digitaux vont recruter ceux notamment qui sont passés par la très célèbre unité 8200 de l'armée israélienne, qui recrute dès l'âge de 13 ans, en fait, qui identifie les plus prometteurs dès l'âge de 13 ans, qui pourraient les rejoindre pour accomplir leurs 2 ou 3 années de service militaire au sein de ce service qui compte tout à fait officiellement 7500 personnes qui sont là pour pratiquer ce que Israël qualifie une politique de survie dans un environnement hostile, en l'occurrence dissuader, dominer et s'il le faut détruire. On se souvient de ce qui avait été pratiqué. Alors en l'occurrence, ça n'a jamais été reconnu officiellement, mais enfin ça n'a jamais été démenti non plus. En l'occurrence en 2010, quand ils avaient introduit un virus, Stuxnet, qui avait été développé par les Israéliens et la NSA d'ailleurs, dans le programme de centrifugeuses des centrifugeuses nucléaires iraniennes. Voilà. Donc, un point rapide sur la cyber-géopolitique ou la digitalisation géopolitique. Avant de laisser la parole à Bruno pour notre point macroéconomique, un rappel des épisodes précédents sur notre vision macroéconomique. On a de grands focus, de grands centres d'intérêt chez Finaltis. Le principal, bien sûr, ce sont les valeurs, mais ces valeurs, puisqu'on est des sélectionneurs de titres, mais ces valeurs s'inscrivent dans un environnement. Il est très important de comprendre ou de tenter de comprendre cet environnement. Et la vision que nous développons mois après mois est une vision qui fait la part belle à l'inflation. Pourquoi? Parce qu'on a et on l'a rappelé au cours des mois passés, on a un certain nombre de contraintes et d'obligations qui s'expriment de la part des États, de la part des banques centrales et qui conduisent aujourd'hui à l'environnement qui est le nôtre, c'est-à-dire un environnement qu'on ne peut que qualifier d'inflationniste. Et le point que nous souhaitons faire, c'est de démontrer deux choses. La première, c'est que la croissance des marchés actions n'est pas
exclusivement liée à l'inflation, même si une part de cette croissance provient de l'inflation, elle est liée à la capacité des entreprises à réaliser des profits et à transposer dans leur chiffre d'affaires et dans leurs profits, transférer la composante inflationniste de leurs coûts. Bon, il est clair que dans le monde digital, en plus, on a des capacités de surcroissance qui dépassent bien largement ce que la moyenne de l'économie mondiale, inflation comprise, sera capable de produire. Et c'est pourquoi, chaque mois, et on le fera à nouveau d'ici quelques minutes, on aime présenter quelques exemples très concrets de ce qui se pratique dans les entreprises eu égard aux plateformes technologiques qui, de notre point de vue, sous-tendent cette sous-croissance. Et en l'occurrence, les 6 plateformes technologiques qui sont en train de transformer, par leur innovation, sont en train de transformer le monde. La dernière dont nous avons parlé le mois dernier, c'était une filiale d'ADP, ADP qui était une valeur titan du portefeuille, on y reviendra, Bruno en parlera, puisque c'est une belle valeur le mois passé, une belle contribution, et en l'occurrence une filiale d'ADP qui produit des logiciels d'intelligence artificielle qui aident à optimiser les atterrissages et décollages des avions sur les pistes des aéroports. Donc, très concrètement, d'un point de vue macroéconomique aujourd'hui, qu'avons-nous à dire, Bruno? Merci Denis. Donc, sans grande surprise, on va vous reparler du contexte inflationniste. On a eu des chiffres ces derniers jours très impressionnants, notamment le CPI et le PPI qui montrent que en dépit de ce qu'espèrent les banquiers centraux, l'inflation continue. Alors, on va démarrer par un constat sur la dette. Alors, la dette mondiale, les dettes publiques mondiales, plus précisément, aujourd'hui, ont beaucoup accéléré, leur croissance a beaucoup accéléré, malheureusement, je devrais dire, avec cette pandémie. Et vous voyez la pente de ce graphique. On était dans un monde où il y avait beaucoup de dettes publiques avant que la pandémie arrive. Et là, on a la dette publique a augmenté de 28% pendant une année et demie. Et les tendances sont encore, peut-être pas une accélération, mais un rythme beaucoup plus soutenu que ce qu'on a pu avoir dans la décennie précédente. Si on regarde au niveau des États, le constat est à peu près le même. On a de la dette qui augmente très très vite, de la dette publique qui augmente très vite aux États-Unis, en France, en Italie qui part déjà d'une base très haute et même au Japon qui part d'une base hyper haute. Alors attention au raisonnement de confort, on va dire, qui consiste à imaginer que finalement il nous reste de la place pour nous endetter parce que au Japon en ratio dette sur PIB ils sont beaucoup plus hauts. Le Japon est une économie tout à fait particulière, consanguine diraient certains. En tout cas, les institutionnels sont le doigt sur la couture du pantalon pour acheter toutes les émissions du trésor japonais et les garder en buy and hold. Donc le marché obligataire n'a quasiment plus d'activité au Japon. C'est que il y a plus d'échanges. Les institutionnels gardent ça et donc il faut faire attention de pas comparer cette situation aux États-Unis qui sont toujours très dépendants des créanciers extérieurs et puis bien sûr à la France ou l'Italie qui s'endettent dans une monnaie qui est une monnaie commune. Donc c'est beaucoup plus compliqué, je dirais, d'aller travailler en bonne entente avec ses créanciers quand il faut avant ça s'entendre avec l'ensemble des pays européens. Alors, au niveau des dettes corporate, c'est pas beaucoup mieux. Donc là, on a juste pris l'exemple américain. Vous savez que la Fed est rentrée, a fait une entrée fracassante sur le marché corporate. Donc maintenant, la Fed et la BCE achètent des emprunts d'État émises par des entreprises. Et enfin, un point sur la dette mondiale, cette fois-ci agrégée corporate et dette publique. Donc vous voyez que ça c'est des sources de la Banque des règlements internationaux et FMI. On va dépasser sur les tendances actuelles. La fin 2021, c'est très bientôt. Donc on sait qu'on dépassera les 300 000 milliards de dollars. On était à moins de 200 000 en 2013 et ramené au PIB mondial et en dépit de la très belle accélération de la croissance sur l'année 2021, malgré tout, on explose le ratio dette sur PIB et on gagne 60% par rapport à ce qu'il était en 2013.
Donc, que faire? Il faut réduire, en tout cas réduire le rythme à laquelle la dette s'envole. On ne pourra pas continuer sur des tendances aussi violentes que ce qu'il y a eu. La pandémie a eu bon dos, hein, mais on pourra pas continuer à aller si vite. Donc, il y a pas 50 solutions, hein, pour réduire la dette. Donc, soit vous faites une croissance économique beaucoup plus forte, ce qui nous semble assez peu probable, puisque une grande partie de la croissance économique dont on a pu profiter en 2021 a été d'une certaine manière empruntée au futur, hein, puisque sans les plans de relance américains, il n'y aurait pas eu, et les plans de relance européens, il n'y aurait pas eu ce niveau de croissance. Augmenter les impôts, ça nous paraît compliqué. On peut toujours essayer de taxer les riches, mais on sait bien que les impôts qui rapportent, c'est les impôts à base large, et la classe moyenne n'est pas vraiment dans un état d'esprit ou dans des dispositions de pouvoir supporter une augmentation de la fiscalité, surtout en France, je dirais, et la baisse des dépenses nous paraît très peu crédible, puisque les États ont gonflé comme des baudruches pendant cette période de Covid. Ils s'occupent à peu près de tout aujourd'hui, des restaurants comme des hôtels, et c'est plutôt une demande des peuples de plus de défense, de plus de dépenses des États dans plein de domaines, la santé et autres. Alors, la solution, elle est sans doute de s'attaquer directement, frontalement à cette masse de dette. Alors, il y a deux solutions, hein. Il y a la solution forte qui a été expérimentée en 2008. Ça s'appelle la faillite de Lehman Brothers, hein. Je pense que on n'en garde, aucun d'entre nous, investisseurs professionnels, n'en garde un très bon souvenir, et probablement les gens qui nous dirigent n'en gardent pas non plus un très bon souvenir. Donc, nous, chez Finaltis, on pense que la manière forte, très efficace, hein, puisque quand l'émetteur dit à son créancier je rembourserai pas, c'est un bon moyen de mettre moins de dette dans le système. Donc nous, on pense que ce qui va s'organiser plutôt, et ça commence aujourd'hui, c'est un débasement monétaire, donc c'est-à-dire laisser filer l'inflation en maintenant bien sûr les taux longs sous contrôle, et ça s'appelle un débasement monétaire. Voilà. Et on pense que les banques centrales sont en bonne position pour le faire. Pourquoi? Parce que, en fait, ça aurait été beaucoup plus dur d'organiser un débasement monétaire dans le type de politique monétaire qui était menée par les banques centrales avant la crise des subprimes. Avant, elles n'avaient qu'un seul levier en main, hein, c'était les taux courts. Ça leur suffisait pour faire peur au marché. Aujourd'hui, c'est les marchés qui font peur aux banques centrales, et on va dire les banques centrales qui sont un peu aux ordres depuis la crise de subprime, et encore plus depuis la pandémie. Alors, pendant les subprimes, en fait, ça a été la première incursion des banques centrales sur le marché obligataire. Elles ont acheté dans le marché des papiers obligataires pour soulager les grands investisseurs institutionnels et faire face au credit crunch qui menaçait de faire s'effondrer le système, et permettre aux banques de reconstituer un matelas de fonds propres et poursuivre la réglementation. Donc, cette pluie d'argent qu'on voit là, en fait, elle était bien dirigée sur les institutions financières. Elle n'arrivait pas vraiment dans le système. Ce qu'on a vécu là avec la pandémie est totalement différent. On a là aussi beaucoup de création monétaire au niveau des banques centrales, mais en accord avec les États, les banques centrales viennent financer des dépenses des États directement, deviennent prêteurs de premier ressort et viennent diriger cet argent directement sur les ménages et les entreprises. Et vous comprenez bien que cette modalité de quantitative easing est beaucoup plus porteuse d'inflation. Alors, les banques centrales, faisant un peu d'histoire, à l'origine, elles étaient là pour maîtriser l'inflation et s'assurer du plein emploi. En tout cas, aux États-Unis, où ils ont été assez malins, je dirais, pour donner un double mandat à la Fed, à la BCE, on est resté très centré sur la maîtrise de l'inflation. Tout ça, c'est de la vieille histoire. Pourquoi? Parce que depuis les subprimes, les banques centrales sont en charge de plein d'autres choses. Elles sont en charge de la stabilité financière. Vous avez vu que dès que les marchés baissent fortement, on se tourne vers les banques centrales en disant on attend la parole magique de Jérôme Powell ou de Christine Lagarde pour stabiliser les marchés. Ils sont maintenant en charge globalement de la bonne tenue de la croissance de leurs pays respectifs. Et puis, post-Covid, on voit plein de nouvelles choses apparaître. Donc maintenant, l'affaire des banques centrales, c'est aussi le changement climatique.
c'est le risque sanitaire. Hein. Jamais la Fed ne nous a autant parlé de Covid ces derniers mois, bien sûr, pendant la pandémie, mais il s'empare d'un sujet qui est, je dirais, un sujet qui serait plus l'affaire des gouvernements. Il s'en empare directement. Et puis, il nous parle énormément de la réduction des inégalités et ce qui permet, je dirais, de justifier cette pluie de monnaie, puisque si l'emploi se tient très bien aux États-Unis, mais si vous regardez les taux de chômage dans les communautés afro-américaines, le chômage est encore très élevé et ça permet, je dirais, à la Fed de continuer sur une politique très, très accommodante. Il faut bien comprendre que la Fed ne crée pas de produits et la Fed ne crée pas de profit ou de richesse. Le seul levier de cette institution, aussi puissante soit-elle, c'est d'imprimer des billets. Et donc, vous voyez le forcené Jérôme qui tourne sa petite manivelle, sa petite imprimante, sa petite rotative, et il n'a pas d'autre choix. Et on sent bien que le choix de l'inflation est fait sans hausse des taux, des taux longs et avec une baisse des taux réels qui s'organisent. Alors, pourquoi Biden sur un billet de banque? C'est que l'option nucléaire a été choisie. Hein. Finalement, vous l'avez tous compris, hein. On assiste à quelque chose qui nous aurait paru être de la fiction, de la politique fiction. Il y a encore 2 ans, on assiste carrément à la fusion du département du Trésor aux États-Unis et de la Réserve fédérale. Ce qui se passe en Europe correspond un peu à ça. Les caisses sont vides. Il faut faire des dépenses massives et c'est bien sûr, il n'y a pas assez d'acheteurs dans le marché hein, pour absorber toutes ces dettes qui est émise par l'État fédéral américain ou par l'État français ou par l'État italien, et l'acheteur de premier ressort et non plus de dernier ressort devient la Banque centrale. Le risque d'inflation, il est bien sûr minimisé par les banquiers centraux. Tel un mantra, Jérôme Powell et Christine Lagarde nous répètent qu'il n'y a pas de risque d'inflation. Ce qui est assez paradoxal, c'est que on est un peu dans le syndrome du pompier pyromane. Les créateurs d'inflation sont les banques centrales, c'est eux qui impriment les billets. Et quand Jérôme Powell nous dit l'inflation sera temporaire, en fait, elle sera temporaire à partir du moment où il arrête d'injecter 120 milliards de dollars tous les mois dans le système, dans le marché obligataire. Et ça, manifestement, vous l'avez compris, on va avoir du tapering, mais ça va être très, 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 très lent et très progressif. Donc, malgré les exhortations des banquiers centraux à dire que l'inflation n'est pas dangereuse, les chiffres sont têtus. Que ça soit les coûts du shipping, c'est sans doute là où c'est le plus impressionnant, mais aussi les prix des métaux, les denrées alimentaires, le baril, voilà, tout explose malheureusement. Certains d'entre nous le ressentent directement à la pompe ou sur leur facture de gaz. Ça va bien au-delà des matières premières. Aujourd'hui, si vous achetez une voiture d'occasion aux États-Unis qui a 10 ou 15 000 km, vous avez parfois des ristournes qui sont de 1 ou 2% par rapport au prix du neuf. Donc, c'est aussi lié au problème sur les semi-conducteurs et à toutes les chaînes d'approvisionnement qui ont été perturbées par le Covid. Mais l'immobilier a priori rien à voir avec les chaînes d'approvisionnement et les semi-conducteurs. Et là aussi, les prix explosent. Donc, le scénario le plus probable pour demain, selon nous, c'est d'arriver dans un monde où le taux de croissance annuel du PIB nominal sera sympathique, assez élevé. Les gouvernements pourront s'en féliciter, mais la réalité, c'est que la composition de ce taux de croissance sera de moins en moins liée à la croissance du PIB réel et de plus en plus liée à l'inflation annuelle. Et nous, on fait le même constat probablement sur les marchés financiers, c'est-à-dire que déjà aujourd'hui, avec 5% d'inflation aux États-Unis, à la fin de l'année, probablement la performance du marché américain sera composée à 1/3 ou pour la moitié de l'inflation qu'on a eu à subir cette année. La bonne nouvelle, c'est que l'action des banques centrales qu'on a expliqué avant va maintenir la partie longue de la courbe, donc le taux sans risque, le 10 ans américain, le 10 ans allemand, très très bas. Et là, bien sûr, tant que ce différentiel dure, il y a une vraie opportunité à investir sur les actions
sans grande surprise. Vous êtes sur le marché obligataire, vous avez bien sûr un rapport de 1 à 1 entre la valeur de la monnaie et la valeur du papier que vous avez en main. Sur les actions, vous êtes sur des titres de propriété, des actifs réels, et bien sûr, vous avez la monnaie au dénominateur, ce qui veut dire que si la valeur, le pouvoir d'achat de l'euro et du dollar baisse, vous serez protégé si vous avez des titres de propriété. Il est clair que dans la performance de Microsoft, de Air Liquide ou de toute autre belle valeur, vous aurez une partie aussi de dépréciation de la monnaie. Donc, c'est très positif sur le marché action, mais chez Finaltis, on est des investisseurs en actions enthousiastes, mais paranoïaques. On adore les actions, on déteste le risque. Et pour nous, le raisonnement qu'on vient de vous développer ne fonctionne qu'à partir du moment où vous restez sur des titres qui n'ont pas de risque crédit et qui sont des titres, par ailleurs, magnifiquement notés par les agences de rating. Vous en avez quelques exemples ici. Alors, en quelques mots, hein, donc pour synthétiser en 3 points le propos de Bruno, donc on a tous en tête que les politiques monétaires sont de moins en moins conventionnelles et qu'en l'occurrence elles sont nécessaires et leur poursuite est nécessaire afin de parvenir d'un côté à réduire la masse de cette dette qui a considérablement augmenté pendant la période Covid en attaquant sa base même par l'inflation, sans pour autant voir les taux réels exploser. C'est très important car ce serait inacceptable et impossible à gérer du point de vue des États et des emprunteurs qu'ils sont devenus, massifs qu'ils sont et qu'ils resteront. La composante inflation de la croissance nominale a vocation à croître et donc les investisseurs doivent protéger leur capital de l'érosion monétaire, à notre sens, en investissant dans des titres de propriété solides. Bien entendu, nous ne sommes pas des spécialistes de l'investissement en immobilier, nous ne sommes pas des spécialistes de l'investissement non coté, d'investissement dans les titres cotés, mais les actions, ce sont des titres de propriété. À ce raisonnement, nous souhaiterions ajouter un élément plus digital. Vous le savez, il y a une spécialité chez Finaltis dans notre univers. Il y a les valeurs titans, il y a les titans digitaux, les leaders digitaux. On est très intéressé à regarder ce qui peut fabriquer de la surcroissance, qui viendrait s'ajouter à la capacité de croissance entre guillemets normale et moyenne de nos titres de très grande qualité. Eh bien, on a identifié, et mois après mois, on aime partager avec vous des exemples qui ont trait à ces 6 plateformes technologiques illustrant la capacité de surcroissance liée à leur innovation de ces 6 plateformes: énergie durable, intelligence artificielle, blockchain, virtualisation, industrie 4.0, y compris la robotisation et l'ingénierie du vivant, dont le séquençage de l'ADN. Donc, je vous propose aujourd'hui d'évoquer 3 exemples seulement, donc sur 3 de ces 6 plateformes. Tout le monde connaît en matière d'informatique la loi de Moore qui a été formulée au milieu des années 60 par un des cofondateur d'Intel. En l'occurrence, que la puissance de calcul double tous les 2 ans et qu'en l'occurrence, le coût est divisé par 2 également tous les 2 ans. Donc, en l'occurrence, si on est sur une loi de type géométrique avec une croissance exponentielle, eh bien, en matière d'intelligence artificielle, on est entré depuis 2012, en l'occurrence, la période antérieure correspondant à cette loi de Moore. Hein, vous êtes ici sur une échelle exponentielle, donc l'exponentialité se matérialise ici par une croissance sous une droite, sous axe exponentiel. Eh bien, on a eu une brisure à partir de 2012 avec l'introduction notamment des capacités de calcul quantique qu'on est en train d'explorer. Alors, ce graphe s'arrête en 2020 et on est aujourd'hui très au-delà puisque le record a été battu, le record de vitesse. La vitesse de la puissance de calcul se mesure en pétaflop. Alors, péta, c'est des millions de milliards et des millions de milliards de quoi, en l'occurrence, d'opérations par seconde. Flop, c'est floating point operations per second. Et en l'occurrence, le record est détenu depuis juin dernier, depuis juin 2021, par des Japonais, Fujitsu, avec leur ordinateur Fugaku, qui, en l'occurrence, atteint 442
pétaflop, donc millions de milliards d'opérations par seconde, 442 millions de milliards d'opérations par seconde. C'est extrêmement impressionnant. Donc l'intelligence artificielle, facteur de surcroissance, on dépasse la loi de Moore, et si on continue sur une autre de ces plateformes technologiques et qu'on prend par exemple l'ingénierie du vivant, et bien là aussi, on est très au-delà de la loi de Moore et on l'est depuis 2008 avec une capacité des différents opérateurs, et notamment d'Illumina, qui est une valeur leader de la digitalisation, qui est dans le portefeuille de Finatis Digital Leader, eh bien, on est en train de, en termes de coûts, ici, il s'agit de coûts de dollars pour décoder un génome, séquencer un génome. Vous voyez qu'à partir de 2008, on décroche la loi de Moore et qu'aujourd'hui, on est autour de $1000 par séquençage de génome. En nombre, les chiffres se donnent le tournis également, puisqu'on a décodé 65 000 génomes en 2015, on était déjà à 500 000 en 2018, les choses accélèrent. Et en termes de capacité de séquençage d'ADN, Illumina s'est fixé comme objectif un coût de séquençage de génome d'ici 2027 réduit à $100, donc 10 fois moins que le coût actuel. Troisième et dernier exemple, pour aujourd'hui en tout cas, dans le cadre de l'industrie 4.0, donc vous savez, les données, le coût de stockage des données et la production de données, c'est la clé. En l'occurrence, ici, nous faisons se croiser sur deux échelles qu'on a fait coïncider, mais qui n'ont rien à voir. L'échelle de gauche, c'est les données mondialement créées. Là, c'est exprimé en zeta-octets. Les zeta-octets, ce sont des milliards de téras. Un zeta-octet, c'est un milliard de téras. Un téra, c'est un milliard de kilo-octets. Donc, on parle de milliards, de milliers d'octets. On a dépassé déjà en 2017 les 25 milliards de milliers d'octets créés au cours de l'année. Et tout cela pour un coût qui ne cesse de baisser, et là aussi de façon plus que géométrique, puisque le coût du téraoctet, donc du milliard de milliers de données stockées, en l'occurrence dans le cloud, a vu son coût baisser de à peu près 10 centimes de dollars à moins de 1 centime de dollar, nettement moins d'1 centime de dollar aujourd'hui, dernièrement. Voilà, donc tout cela, à notre avis, explique pourquoi on est dans un monde digital qui offre une surcroissance. On a une capacité se développe de façon géométrique, parce que l'esprit humain, on l'a encore vu avec la propagation du virus Covid-19, qui est une propagation de type géométrique. On a énormément de mal à le calculer. Eh bien, malgré ça, aujourd'hui, nous qui sommes investisseurs, nous nous étonnons, en tout cas, nous étonnons d'observer ce dont je vais parler, et nous en réjouissons car il s'agit d'une opportunité de notre point de vue. Eh bien, la prime digitale, c'est-à-dire le surcoût qu'il faut accepter en termes d'écart de PER, en fait, entre les grandes valeurs du digital. Ici, on a simplement comparé les PER des principales valeurs du digital au PER moyen du SP500. Eh bien, cette prime en termes de PE qu'il faut payer pour avoir accès à cette surcroissance massive provenant de la digitalisation de l'économie n'a pas été aussi basse depuis 3 ans. Et de notre point de vue, cette observation qui nous étonne est une opportunité. Alors, pour résumer ce qui nous semble constituer cette opportunité digitale, là, on parle de titans robotisés, de titans digitaux qui portent ce monde. L'innovation digitale croît géométriquement à un coût qui lui-même est toujours plus bas, de façon assez impressionnante, ce qui favorise une diffusion et une adoption accélérée. On parlera certainement le mois prochain de la vitesse d'adoption qui ne cesse d'accélérer, du nombre d'utilisateurs qui, là aussi, présente des croissances géométriques, ce qui est essentiel évidemment pour monétiser pour ces leaders digitaux leurs innovations. Eh bien, la surcroissance digitale se nourrit de cette innovation et rend très difficile d'ailleurs la comparaison historique. La prime et tout cela, alors que la prime des valeurs digitales, telle qu'on l'observe aujourd'hui, n'a jamais été aussi basse depuis près de 3 ans.
Passons maintenant, si vous le voulez bien, à nos fonds et à ce que nous y avons fait. Nous avons été particulièrement actifs au cours du mois de septembre, mois difficile sur les marchés en termes de tendance, puisque les marchés actions ont été baissiers. Début du mois d'octobre est plus positif. Dans un premier temps, notre fonds flexible de valeur Titan, donc de valeur très résiliente, de croissance pérenne, qu'avons-nous fait dans ce fonds au cours du mois de septembre, Bruno? Alors, déjà, on a augmenté l'exposition de septembre au cours du mois de septembre. Nous l'augmentons aussi au cours du mois d'octobre et au moment où on se parle, y compris les options de vente. Vous savez qu'il y a un processus sur ce fonds qui consiste à avoir en permanence des options de vente en dehors de la monnaie sur les grands indices mondiaux pour faire face à un flash crack, une baisse très très rapide et très violente des marchés. Donc, ça n'est pas de la couverture, c'est de l'assurance de portefeuille. Et même en intégrant ces options, on a aujourd'hui une exposition qui est quasiment la plus haute de l'année, puisqu'on est autour de 85%. Alors, ce qui est très important de comprendre, c'est que l'exposition dans des marchés où il y a une telle dispersion entre les sociétés qui ont le plus performé en bourse et celles qui ont moins bien performé, c'est pas forcément le niveau d'exposition de votre fonds qui va faire la performance. Et donc, on a fait un bon mois. On va dire, on n'est jamais content de perdre 1,5% pour nos clients, mais disons que si on intègre les cours d'octobre, on est sur cette période largement gagnant. Et ce mois de résilience, on va dire, est lié à des choix de titres qui ont, pour certains, eu la caractéristique d'évoluer en sens inverse du marché. C'est notamment le cas de deux grandes sociétés sur les énergies, qui sont Total Energy et Royal Dutch Shell, qui ont eu un parcours superbe sur le mois de septembre. Ça continue en octobre. Il faut dire que c'est des sociétés qui avaient accumulé beaucoup de sous-performances, qui offraient un niveau de dividende très attractif. Et il a fallu, je dirais, toute l'énergie de la hausse du baril pour finalement attirer les investisseurs et amener des flux sur ces titres qui nous paraissent recéler encore un potentiel certain. On n'est pas des grands amateurs de banques européennes, comme vous le savez sans doute. En revanche, les histoires bancaires américaines n'ont rien à voir. D'abord, rien à voir en échelle. Bank of America, c'est 6 fois la BNP, c'est des établissements énormes, mais surtout, ce sont des histoires de croissance dans la plupart des cas. Et Bank of America qui annonce aujourd'hui des résultats superbes, qui a ouvert à +3 sur New York il y a de ça une demi-heure, et un titre qui nous a particulièrement bien protégé de la petite remontée des taux qu'on a eu aux États-Unis. Les banques qui sont très sensibles, et en gros, sur quelques mois, on est passé de 1,20 à 1,60, 1,50, 1,55 sur le 10 ans américain. Et Bank of America était un bon véhicule pour profiter de sa puissance en termes de profitabilité et aussi hedger un petit peu ce risque sur les taux. Notre plus grande satisfaction, c'était Netflix, une boîte, alors Denis en parlait, la réduction de 10 points de PE sur le FANG de primes par rapport au reste du marché, et ce qui veut dire que Netflix, Amazon sont des titres qui en relatif sont beaucoup plus bas. Il faut dire et donc ça se traduit par une accumulation de sous-performance relative par rapport au S&P. Netflix est quasiment au même cours était au même cours depuis 15 mois, et il a suffi d'une allumette pour mettre le feu aux poudres, puisque un bureau d'études aux États-Unis s'est exprimé sur Netflix, a dit ce à quoi on croyait nous depuis pas mal de temps, c'est que l'accumulation de profits dans la société allait finir par se voir sur le cours de bourse, et Netflix est parti à la verticale de 20% en quelques jours. Et là aussi, c'est un titre, même si on a pris quelques profits, un titre qui nous paraît offrir un potentiel encore résiduel important. Voilà. Et ADP qui profite bien dès la réouverture des vols internationaux, en particulier aux États-Unis. Sur le mois, les déceptions qui ne sont pas forcément des déceptions relatives au marché, mais qui sont des déceptions dans le portefeuille de Titan, c'est Reckitt qui souffre toujours de la hausse des prix des matières premières. C'est un secteur sur lequel on est assez prudent et on a peu d'exposition. Amazon qui n'a pas suivi le même parcours que Netflix, mais on attend une réaction à la Netflix sur Amazon dans pas très longtemps, on l'espère. Voilà, Orpea, PayPal, Facebook, ça a été un peu moins
moins bien aussi. Dans le top 10, donc vous avez un mix, donc une très forte conviction digitale. Hein. Bon, chez Finaltis, on regarde pas les benchmarks du tout. Hein. On gère au mieux des intérêts des clients, toute chose, sans considération de benchmark et sans déléguer le risque au benchmark. Donc, on exprime des convictions fortes. En l'occurrence, sur le digital, il n'en reste pas moins qu'on a un fonds digital, donc il ne s'agit pas d'avoir, il faut être très, très diversifié. Et on a aussi un gros pari sur l'or, on a un gros pari sur la santé, comme vous le voyez. Et donc, en termes de secteur, bien de consommation, santé, digital qui est très dominant dans Titan en ce moment avec 22% de la poche action. On a beaucoup tourné le portefeuille sur septembre-octobre, on va sans doute tourner 50% du portefeuille. Je le rappelle, généralement, tout le monde le sait, mais ça va mieux en le disant. Il n'y a pas de commission de mouvement chez Finaltis et on bénéficie d'une infrastructure qui nous permet d'agir sur les marchés avec des coûts très, très bas et donc on veut en faire profiter nos clients. Et on a un portefeuille qui est majoritairement américain aujourd'hui, sachant que on n'a pas 42% de dollars dans le portefeuille. L'essentiel de la poche dollar est hedgé. Donc, quand vous achetez du Titan, vous avez un portefeuille majoritairement investi aux États-Unis, mais qui n'est exposé au dollar qu'à 15%. Alors, il faut des arguments sérieux pour ne pas acheter du L'Oréal quand le titre perd 60 euros. Ces arguments, nous ne les avons pas. Donc, on a acheté du L'Oréal. On avait la chance de l'avoir lâché dans d'assez bonnes conditions. Donc, on est revenu sur ce titre. Donc, vous découvrez Nicolas Hieronymus qui est pas très connu encore. Il faut dire que Jean-Paul Agon a pris toute la lumière pendant 15 ans. Donc, L'Oréal, c'est le bon élève de la catégorie des produits santé, hygiène personnelle. Pourquoi? Parce que L'Oréal, vous le savez, a centré sa gamme sur la beauté, pour pas dire sur le luxe. Et non seulement ils ont centré leur business sur la catégorie la plus porteuse de ce segment, mais en plus, année après année, leur magnifique exécution stratégique, leur focus sur l'Asie, leur focus sur le digital leur permet de surperformer cette catégorie déjà surperformante. Donc, c'est une boîte en plus contrôlée toujours par une famille. Vous voyez que Tétis, la holding de contrôle des Bettencourt, c'est 33% du capital, auquel il faut rajouter 6% de détention en direct, et un autre actionnaire très stable et très sérieux, on va dire, Nestlé, qui a toujours 23% de L'Oréal. Donc aujourd'hui, L'Oréal, c'est un titre qui est toujours sur des niveaux de valorisation. C'est impossible d'acheter du L'Oréal à 12 fois les résultats, hein, ça n'arrivera pas, quoi. Bon courage à ceux qui attendent que L'Oréal soit value. Donc déjà, pour nous, un titre dont le PE se contracte de 47 à 39 devient une opportunité. Alors, un autre grand classique de la cote française que vous connaissez tous, Air Liquide. Vous avez peut-être moins en tête que le titre a subi une très forte correction. Donc, nous, on avait vendu nos Air Liquide. Pourquoi? Parce qu'en la valorisant par rapport à sa cousine américaine, Air Product, la prime de valorisation d'Air Liquide nous paraissait un peu exagérée et donc on a pu revenir, cette prime s'est contractée, donc on a pu vendre du Air Product pour financer une position à nouveau importante sur Air Liquide, qui est un titre très classique, très résilient, mais ce qui est très intéressant chez Air Liquide, c'est que vous avez au-delà de ce business très, très résilient, assis sur 3 millions de clients, vous avez des optionnalités. Il y en a deux fantastiques. La première, c'est l'hydrogène. Donc, Air Liquide sera un des leaders, on en est sûr, du développement de l'hydrogène. Alors, peut-être pas dans les voitures. Hein. Bon, si vous écoutez Benoît Potier, il va vous dire plein de belles choses sur la voiture à hydrogène. Nous, on est beaucoup plus convaincus sur le super tanker qui traverse l'Atlantique sans émission de CO2 grâce à l'hydrogène ou au camion à hydrogène. La voiture, la technologie reste encore sa supériorité par rapport aux batteries reste encore à démontrer. Et autre domaine où Air Liquide fait des miracles, la décarbonisation. Hein, ils ont beaucoup de contrats. Ils viennent de signer un contrat énorme avec Exxon pour les aider dans les processus qui consistent à désulfuriser les hydrocarbures. Ça utilise beaucoup d'hydrogène. Fabriquer de l'hydrogène émet du
CO2 et Air Liquide a des processus qui permettent de recapturer ce CO2, voire de le réutiliser dans d'autres applications. Et donc là aussi, il y a une baisse assez sympathique du multiple. Donc on a repris une position pleine qui, j'espère, sera profitable d'ici à la fin de l'année. Alors, ASML a dû vexer un peu Bernard Arnault parce que furtivement, LVMH n'a pas été, pendant quelques jours, n'a plus été la première market cap européenne. ASML est passé devant. Depuis, Bernard Arnault a repris sa couronne puisque ASML a beaucoup corrigé, comme vous pouvez le voir sur le petit graphe. On profite de cette correction pour rentrer sur le titre. C'est un titre assez volatile. Ça vaut le coup d'être assez mobile sur ce titre. Donc, ASML surf, vous voyez la citation du CEO, les perspectives sur le marché des semis sont mirifiques. ASML possède une technologie très supérieure à celle de ses concurrents. La seule faiblesse de cette société, mais ça va un peu avec les produits qu'elle vend, c'est qu'elle a une liste de clients assez réduite. Il y a 3 millions de clients chez Air Liquide, mais le problème, c'est que quand vous vendez des machines à 150 millions d'euros, forcément, vous avez moins de clients. Donc, il y a un client très dominant, dont Denis a parlé au départ, qui est TSMC, le grand leader taïwanais des semi-conducteurs et grand leader mondial des semi-conducteurs. Et aujourd'hui, 30% du chiffre d'affaires d'ASML se fait avec TSMC. Donc, on garde, nous, on adore chez Finaltis des sociétés qui arrivent à asseoir leur croissance sur un grand nombre de clients. Ça nous rassure beaucoup. Donc, ASML, voilà, on est investi sur ce titre, mais vous ne trouverez pas ASML en tête de nos portefeuilles néanmoins. Alors, on a fait une petite visite du site de Finaltis, c'est pas grave. Donc, sur Inditex, c'est une société pour laquelle on a une très grande admiration. Amancio Ortega, le CEO, est un homme extraordinaire. Donc, je vous rappelle que quand on vend une société chez Finaltis, une société titan et qui garde son statut de titan, c'est pas du tout qu'on est fâché avec la stratégie, c'est juste une considération de valorisation. Inditex, dans le repli du marché, s'est incroyablement bien comporté. Il y a même une période en septembre où elle montait jour après jour dans un marché qui baissait jour après jour. Donc, sa performance relative a été tellement éblouissante qu'on l'a un peu puni, on l'a félicité, disons, en la sortant du portefeuille pour financer les autres investissements dont on a parlé auparavant. Alors après, Finaltis Titan, plus flexible, investissant sur la croissance pérenne, le fonds Finaltis Digital Leader qui est un fonds pleinement investi sur les leaders de la digitalisation de l'économie. Un mois plus difficile, le mois de septembre, même si là aujourd'hui, la photo serait effectivement bien meilleure puisque les marchés et notre portefeuille particulièrement ont bien rebondi. C'est une façon, de notre point de vue, d'aller capter l'opportunité digitale à plein. Bruno l'a dit, Finaltis Titan a un axe digital, mais ce n'est pas de loin la totalité du portefeuille. Dans Finaltis Digital Leader, c'est vraiment la totalité du portefeuille que nous axons sur la digitalisation. La digitalisation dans toutes ses composantes, et elles sont très, très larges. Donc, ça reste un fonds multithématique et diversifié. On y tient beaucoup, ne serait-ce que pour des raisons de risque. Alors, qu'avons-nous fait au cours du mois, Bruno ? Alors, sur le mois, on a, en termes de contribution, on a eu donc Netflix, qui était une position au cœur du portefeuille, qui a fonctionné. Netflix, je vous invite à regarder le compte de résultats de Netflix, c'est absolument prodigieux, surtout sur une société qui perd de l'argent depuis 20 ans. Ça ressemble un peu à une option qui rentrerait dans la monnaie avec une violence incroyable, et on passe d'une situation où on pouvait atteindre 3 milliards de free cash flow négatif à
à une société qui accumule du cash dans ses caisses et qui se demande sous quelle modalité elle va le rendre aux actionnaires. Bon, Tesla, je vais vous faire la grâce de ne pas vous parler du génie d'Elon Musk. Je pense que d'autres le font aussi bien que nous. Voilà, Salesforce, Mastercard. De l'autre côté, alors ça gigote un peu sur Alibaba. Hein, alors pas en septembre. Il y a des signaux un peu plus encourageants ces derniers jours, comme si ce titre avait trouvé un floor, un support. Bon, nous, on est très prudent sur la Chine pour toutes les raisons évoquées notamment par Denis au début. Il n'en reste pas moins que le risque est pervers quand tout le monde est persuadé qu'une situation est très risquée. Comme par magie, elle devient plus sûre. Et aujourd'hui, il n'y a pas un investisseur au monde qui n'est pas au courant qu'il y a des sujets en Chine, hein, il y a des sujets de gouvernance. Et donc, voilà, nous, on tournicote autour d'Alibaba et Tencent. On pense qu'à un moment, alors on ne fait pas de moyenne à la baisse, hein, on attend plutôt qu'ils nous rendent l'argent, une partie de l'argent qu'elles nous ont pris. Et quand voilà, on aura un PNL positif pendant quelques jours, quelques semaines sur ces valeurs-là, on pourra se poser la question d'accompagner éventuellement ce mouvement. Mais on pense que dans les cours d'Alibaba et Tencent, l'histoire chinoise désagréable pour les derniers mois elle commence à être assez bien cristallisée. Voilà, on a perdu un peu d'argent aussi sur PayPal, Worldline. Tous les systèmes de paiement sont un peu plus compliqués ces derniers jours. Et SAP apparaît là comme une contribution négative, sauf que hier, SAP a prépublié ses résultats et en annonçant aux investisseurs qu'il ferait beaucoup mieux que prévu. Donc, on a eu une très belle séance hier sur SAP de plus de 5%. Donc, vous voyez que le top 10 de Digital Leader, on est très loin de se contenter d'accumuler des positions sur le GAFAM. D'ailleurs, la première position GAFAM est en troisième position. Les trois premières ne sont pas dans ce cercle-là. Netflix, Tesla et Charles Schwab. Beaucoup s'étonnent de voir ce nom assez inconnu. D'abord, dans un fonds digital. Alors, il faut rappeler que c'est l'inventeur du brokerage online, hein, Charles Schwab. Donc, c'est toute la base de ce business, toute sa réussite a été digitale. Mais qu'aujourd'hui, c'est devenu un broker online beaucoup plus chic qui fait des miracles, notamment dans la gestion de fortune. Et il y a des Américains avec 20 millions de dollars de patrimoine financier qui confient leurs avoirs à Charles Schwab. C'est un très beau dossier. Au passage, c'est 3 fois la taille de la BNP. Voilà, pour ceux qui s'inquiètent, si jamais vous pouviez penser que d'un coup on s'est pris d'amour pour les small caps, on ne sait pas faire de small cap et on reste sur des très gros dossiers chez Finatis. Voilà, TSMC, on en a parlé, on profite du shortage qu'il y a sur les semis. Voilà. Et donc, comme le disait Denis, un fonds 100% digital, mais 100% diversifié. Donc, on fait très attention d'avoir, comme vous voyez là, les sous-thématiques digitales qui sont bien diversifiées. Notre plus grosse thématique est le logiciel autour du cloud, mais vous verrez rarement ce fonds monter sur sa poche logicielle au-delà de 30%. Voilà, c'est un overlay de risque sur lequel on est très prudent. Alors, sur les achats du mois, Adobe, vous connaissez forcément, qui n'ouvre pas un document PDF dans une journée de travail, mais pour atteindre 281 milliards de dollars de capitalisation boursière, vous imaginez bien qu'il faut faire autre chose que du PDF. Et Adobe, aujourd'hui, a une suite logicielle très performante, très large, et aide tous les créateurs de contenu, tous les influenceurs et influenceuses sur des plateformes comme Instagram et d'autres à créer du contenu. Donc, c'est devenu disons qu'une des forces d'Adobe est aujourd'hui de participer à l'adoption des réseaux sociaux, à la croissance des réseaux sociaux, en étant l'outil à partir duquel les utilisateurs et les influenceurs fabriquent du contenu. Voilà, donc c'est une société très impressionnante qui a pas mal baissé récemment, donc ça nous a permis de prendre position sur ce titre qui nous semble, ce qui n'était pas le cas il y a quelques années, qui nous semble avoir fabriqué sur les 5-6 dernières années des très belles barrières à l'entrée sur son business.
Et là, on va passer rapidement. Trip.com, c'est une agence de voyage en Chine. Vous voyez que c'est un titre très volatile qui peut faire des grandes embardées. En fait, c'est très lié au news flow sur la pandémie, puisque dès qu'il y a une région qui va être soumise à des restrictions de circulation, forcément, c'est beaucoup plus compliqué pour Ctrip. Le marché chinois en général est très compliqué puisque Oncle Xi est dans sa phase de régulation, hein, donc il s'est attaqué aux jeux vidéo, à l'enseignement à distance, il a obligé Alibaba à faire des dons, il a écarté Jack Ma de la direction, voilà. Donc on se méfie beaucoup et pour le moment l'histoire chinoise, on va la jouer par les deux géants qui nous paraissent les plus résilients, qui sont Tencent et Alibaba. Et on a profité d'un sursaut quand même de 30% du titre Ctrip pour prendre nos profits là-dessus. Alors, on en a terminé avec la présentation formelle qu'on souhaitait, Bruno et moi, vous proposer au nom de l'équipe Finaltis. On a encore 2 minutes dans le cadre du temps qui nous est imparti, de l'heure qui nous est impartie. Je crois qu'on peut en profiter pour prendre une question. Avant de répondre à cette question que je ne connais pas encore et qu'on va me livrer, mais je sais qu'il y en a une, en tout cas qui a été formalisée. J'aimerais vous signaler que la prochaine fois, le mois prochain, nous aurons une actualité très riche chez Finaltis, puisque nous parlerons ensemble d'un nouveau fonds que Finaltis non pas lancera, mais récupère, dont la gestion sera reprise par Finaltis. Il s'agit d'un compartiment luxembourgeois d'une SICAV qui a plus de 25 ans d'existence. Bruno et moi, mois après mois, vous avons parlé de débasement monétaire. On a des convictions fortes depuis assez longtemps en la matière. Bien entendu, investir dans les titres de propriété, c'est essentiel. Les titres de propriété de très grande qualité, qu'il s'agisse de valeurs titan ou d'une qualité d'investissement sur le futur et la surcroissance du digital. Mais il y a également ce que certains d'entre nous appelons ce que certains d'entre nous appellent la relique barbare, qui est l'or, et en l'occurrence les minières aurifères. Bien entendu, Finaltis ne va pas se mettre à fabriquer des lingots. Notre métier, c'est d'investir sur les actions. Donc, nous reprendrons à compter du 8 novembre prochain un compartiment d'une SICAV luxembourgeoise qui aura vocation à migrer sous notre propre SICAV à compter du 8 novembre. On parlera le mois prochain également d'ESG et d'ISR, puisque l'ensemble des fonds Finaltis de droit français seront SFR 8 à compter du mois prochain, et les fonds luxembourgeois de Finaltis, vous savez qu'au Luxembourg c'est toujours un peu plus long, et bien ce sera au tout début 2022 qu'ils le seront, et on vous parlera également d'ISR puisqu'on a fait un énorme travail chez Finaltis afin de labelliser l'ensemble de nos fonds à un horizon très court. Le premier fonds sera labellisé dans les semaines qui viennent et l'ensemble de nos fonds au tout début 2022 également. On en parlera. Alors, je tenais à en parler avant de répondre à la question qui nous a été posée. Pourquoi un gros pari alors qu'aux USA et dans une moindre mesure en zone européenne, nous sortons de la période des taux minimaux inférieurs à 0,5. Pourquoi le pari sur l'or? Eh bien, je ne connaissais pas la question et je vous évoque donc les minières aurifères que nous allons reprendre. Pourquoi le pari sur l'or? Je me tais, Bruno. Alors, notre discours sur l'inflation, je crois, est assez clair. Alors aujourd'hui, vous avez l'or digital hein, qui a beaucoup fait parler, peut-être fait même de l'ombre à l'or classique. Mais quand on regarde des investisseurs sérieux, on va dire la Chine au hasard, on parle bien du gouvernement chinois, ou la Russie, il y a une accumulation absolument spectaculaire de stocks d'or. On pense même ou Berkshire Hathaway même qui s'est commis dans les mines d'or, alors qu'ils avaient promis de ne pas le faire. Il a détesté pendant très longtemps. Donc, ça nous paraît un des véhicules pour pouvoir résister à l'inflation. Le fait que ce qui compte pour nous, c'est vraiment les taux réels, hein, les taux nominaux. En fait, c'est les taux. C'est pas avec les taux nominaux qu'il faudrait faire
tout notre travail, notamment savoir quelle est la valeur présente des cash flows futurs d'Amazon. J'entends dire que si les taux américains passent à 1,7, 2,10, c'est une catastrophe pour ce type de valeur. Attention, académiquement, il serait plus logique d'aller actualiser les cash flows futurs d'Amazon, ou il serait plus logique de raisonner sur l'or par rapport aux taux réels qu'aux taux nominaux. Et donc, nous, on explique avec cette composante d'inflation qui va rentrer à peu près partout dans le système, ça ne devrait pas gêner l'or, ça ne devrait pas gêner la valorisation des grandes valeurs de croissance. Et ce qui se présente devant nous, c'est quand même un monde hyper inflationniste. L'or a fait ses preuves au cours du temps de sa capacité à protéger la valeur. Et surtout, ce qui est très étonnant, c'est que l'or a un parcours très décevant depuis très longtemps. On est quasiment sur les niveaux de 2011. Bon, c'est sûr qu'on ne nous passera pas un coup de fil pour nous dire la semaine avant où l'or prendra 30%, mais nous, on pense que l'once d'or ne devrait pas rester durablement en dessous de $2 000. En toute logique, les flux sont à l'avantage de l'or. Les mines d'or sont de mieux en mieux gérées. Voilà, nous on est vraiment dans une logique de protection des patrimoines. Bien sûr, il faut gagner de l'argent, mais si on a même lancé un AMC qui consistait à combiner Finaltis Titan et l'or, cette fois-ci l'or physique, ça s'appelait Finaltis Titan Gold, qui fonctionne très bien. Il y a de la covariance entre l'or et les marchés. Quand les marchés sont un peu moins bien, l'or se tient mieux. Donc voilà, c'est un axe. Alors on n'est pas prêt à sortir un fonds crypto, pas du tout. Voilà, d'autres le feront à notre place probablement. On va rester plus traditionnel et on va utiliser l'or qui nous paraît avoir plus de potentiel en valeur réelle que le dollar ou l'euro dans les 5 ou 10 ans à venir. Voilà, merci Bruno pour cette réponse. Donc l'or, pas en tout cas les miniers aurifères, non pas dans une perspective de recherche de croissance, mais dans une perspective de protection. On ne dit pas qu'on va fabriquer de la surcroissance avec ça. On dit qu'il nous semble important que tous les portefeuilles patrimoniaux aient une composante de protection sur ce métal. On ajoutera que nous ne serions absolument pas surpris que dans les 2 ans, 3 ans, 4 ans, on ne sait pas, mais pas très longtemps, d'ici pas très longtemps, on ait des nouvelles géopolitiques majeures sur ces marchés et des nouvelles qui proviendraient de notre point de vue. On y reviendra et on répondra aux questions sur si certains d'entre vous s'intéressent à ce sujet, des nouvelles qui viendraient en l'occurrence de Chine, qui est aujourd'hui le premier, en réalité, stock d'or au monde, en tout cas officieusement. Et il se trouve, juste un dernier point, ouais. L'or a fait un mauvais mois de septembre, il fait un mois d'octobre ébouriffant, puisque l'once a perdu $80 au mois de septembre et on a repris 75 on a perdu $80 au mois de septembre, on a pris $75 dans la première moitié du mois d'octobre. Donc voilà, c'est un actif assez volatile, mais qui réagit bien sur les derniers jours. Il nous reste, Bruno et moi, à vous remercier de votre attention, à nous excuser de vous avoir pris quelques minutes de plus. Merci à tous, merci à toutes de nous avoir suivis. On vous donne rendez-vous donc le mois prochain. La date n'est pas encore fixée. Ce sera probablement le 1er ou le 2e jeudi du mois de novembre. Merci à tous, bonne fin de journée.